Bonsoir, tu t'appelles comment? Magali. D'accord, toi t'es pas dans un état d'hypnose là? Non. Non, d'accord. Je préfère vérifier avant. Ouais. Parce que parfois les gens ils arrivent, ils sont déjà dans un autre état et du coup on ne sait pas très bien par où on commence. Commençons. D'accord. Je précise ça pour les gens aussi qui ne connaissent pas. Tout le monde est réceptif à cet état-là. C'est juste que parfois on trouve tout de suite la porte, puis parfois on la cherche un petit peu. Mais il n'y a pas de différence entre les personnes, autre que, est-ce que ce qu'on me propose va... C'est comme si on disait, tiens, je suis allé voir un film, je crois que je suis réceptif au cinéma. En fait, ça dépend du film qu'on va voir. Je crois qu'on est tous réceptifs au cinéma, mais si on n'avait qu'une seule expérience de film, on ne le saurait pas. Parce que si on n'avait pas aimé le film, ça serait un drôle d'amalgame de dire, je crois que je ne suis pas réceptif au cinéma. C'est vrai que c'est très drôle parce qu'en fait, les expériences qui ont été faites encore jusqu'à récemment en hypnose consistaient à savoir si en faisant écouter le même enregistrement à tout le monde, les gens étaient réceptifs ou pas. C'est étrange quand on y pense. Les expériences dites scientifiques. On enregistre un truc, on fait passer la bande sonore à tout le monde, et puis après on voit, et on va en déduire par exemple que tant de pourcents des gens étaient réceptifs. Mais réceptifs à quoi? C'est justement comme si on disait, on va faire un test sur savoir si les gens sont réceptifs à la littérature. Vous allez tous lire Victor Hugo, et puis après on verra, puis on va essayer de noter votre réceptivité à la littérature. On se dit, attends, non, ça c'est quand même spécial, c'est spécial, on aime ou on n'aime pas, mais on n'est pas tous obligés d'aimer le même auteur, on n'est pas tous obligés de... Ça n'empêche pas qu'on peut être tous réceptifs à la littérature. Et c'est très étrange parce que dans l'hypnose, alors qu'est-ce qui a donné ça? C'est qu'on croyait qu'il y avait un état et une façon d'y aller. En fait, c'est des résurgences d'anciennes pensées qui étaient limitantes par rapport à ça. On dit l'hypnose, c'est un état, il y a l'état normal, il y a l'état d'hypnose et il y a un trajet pour y aller. Puis après, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas un état d'hypnose, il y en a plein en fait. Et que du coup, la question c'était comment se déplacer hors de notre état habituel, mais que ce soit vers là, 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 c'est un déplacement de notre état habituel. Et plus on va loin de notre état habituel, plus on peut qualifier cet état d'hypnotique. Donc l'hypnose, ce n'est pas un état, c'est un déplacement vers des états non ordinaires de la conscience. Et je dirais même que l'hypnose, c'est l'étude qui permet de de savoir quels sont les outils permettant de déplacer les gens vers d'autres états. Voilà, c'était juste pour expliquer un petit peu ça. Parce que, non, mais dans le présupposé, j'étais réceptive, il y a toujours l'idée de « Ah, ça veut dire que peut-être que certains le sont, certains ne le sont pas » et tout ça. On va faire un petit test, juste pour sentir un petit peu comment tu vis ça. On va se mettre debout. J'aime bien parce que souvent les gens rentrent plus profondément en transe debout. Tu vas te mettre dos à moi. Voilà. Tu vas fermer les yeux, je vais mettre mes mains sur tes épaules, t'es prête? Ce que je vais te demander, c'est de ne pas ressentir comment ton corps est attiré vers l'arrière avant la prochaine respiration. Je te retiens. Et de ne pas chercher à amplifier la manière dont la main droite commence à être plus légère que la main gauche. Parce que même si on ne sait pas exactement comment quelque chose se crée, il s'agirait de ne pas l'amplifier automatiquement. Surtout si on commence à être conscient de la manière dont la main se bouge toute seule. Mais si tout d'un coup quelque chose commence à la soulever, comme tu as déjà vu tout à l'heure une main qui se soulevait toute seule, tu pourrais vraiment avoir l'impression à un moment donné que la légèreté grandit, et qu'elle grandit de plus en plus. Et puis on va faire quelque chose, on va imaginer que plus la légèreté grandit, plus la notion d'équilibre va devenir un peu précaire. Tu sais, quand on est quelquefois, par exemple sur un bateau, quelque chose comme ça, on sent que ça bouge un petit peu et ça reste confortable et agréable, mais ça bouge un petit peu. Ou parfois quand on est fatigué, on dit qu'on flotte un peu ou qu'on ne sait pas très bien en fait si le sol est droit ou pas. Et ça donne cette étrange impression que le sol n'est pas tout à fait droit. Ça arrive aussi, tu sais, aux gens qui ont bu un verre de vin ou deux ou plus parfois. Ils ont du mal quelquefois à maintenir leur attention et leur perception d'être debout ou de ne pas être debout et de sentir qu'en fait ça serait très compliqué de savoir si on est vraiment debout ou pas debout parce que les pieds touchent le sol sans doute, mais ce sol il n'est vraiment pas très droit. Et plus la main elle monte, plus le sol il paraît très très pas droit, tu sais, comme quand on ne sait plus vraiment faire les bonnes phrases, à peu près comme on ne sait plus très bien comment mettre les bons pieds par terre ou sur le sol, où il y a quelque chose qui commence à être un peu étrange par rapport à ça. Ce qui fait qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose, tu vas avoir l'impression que la tête est juste la tête, va comme éclore de l'état d'hypnose alors que tout le reste du corps va y rester. Et ça peut être assez étrange d'avoir le corps en transe et la tête réveillée. Mais le corps en transe, il sait que le sol, il n'est pas droit, alors que la tête réveillée, elle ne sait pas très bien si le sol il est normal ou pas. Et du coup, si tu essayes d'avancer, par exemple, de faire un pas en avant, ton corps, il va dire autre chose que ta tête. Ce qui est assez étrange. Il faudrait déjà même que la conscience puisse aller jusqu'au pied pour faire un pas en avant. Ce qui n'est pas gagné, parce que ça paraît très très loin. Et que ça peut être très étrange d'avoir une tête réveillée,
Si tu regardes à droite de ta tête, il y a une main en transe. Et une main en transe, ça peut être assez étrange si la main elle vient se rapprocher du visage en transe. Tu vas avoir l'impression que la main, elle va venir toucher le visage. Et autant le visage peut trouver que la main n'est pas tout à fait sa main, mais est-ce que pour la main, le visage est son visage? En gros, pour notre conscient, quelquefois l'inconscient est lointain, mais est-ce que pour l'inconscient, le conscient est tout aussi lointain? Est-ce que c'est un truc étrange pour l'inconscient que le concept du conscient? On pourrait se poser la question. La partie de nous qui rêve la nuit, par exemple, est-ce qu'elle a l'impression de s'endormir quand on se réveille? Est-ce que parfois, pendant la nuit, on se dit « j'ai rêvé une drôle de journée aujourd'hui ». Quelle drôle d'idée d'avoir rêvé des choses comme ça. Il y a des gens parfois qui se disent « mais est-ce que l'inconscient existe ?» Est-ce que notre partie inconsciente se dit parfois « est-ce que le conscient existe vraiment ou est-ce que c'est qu'un mythe ?» Alors évidemment, pour notre partie consciente qui croit prendre des décisions, qui croit penser, réfléchir, cette question peut être assez étrange. Alors je vais commencer à m'adresser à... J'ai commencé à m'adresser à ta part inconsciente et vu qu'elle est très présente dans la main, je vais proposer, si je pose des questions à la main, qu'un doigt se lève, si je pose une question, que la réponse est oui. Ça peut être celui-là, il va se lever encore un peu plus, si c'est bien celui-là. Super. C'est toujours très étrange d'avoir sa main qui répond. Puis si je pose une question, que la réponse est non, il y a un autre doigt qui va se soulever. Je sais pas comment je dois le prendre, mais... Je peux parler à ton inconscient, ça te va? Oui. Dis-moi, inconscient, ça te tente qu'on s'amuse un peu avec le conscient? Non, là, le conscient, en général, il n'est pas trop d'accord pour que ça fasse ça, mais on va faire un truc. On va faire croire au conscient quelque chose qu'il ne croit pas d'habitude. Ça te tente? Tu t'appelles comment consciemment? Magali. Magali, d'accord. Alors, tu vas fermer les yeux pendant un instant, Magali. Avec la complicité de ton inconscient, on va dérober ton nom pendant quelques instants. Tu vas avoir l'impression que ton nom il commence à se dissoudre. C'est un peu comme si tu regardais ta pièce d'identité et puis que tout d'un coup, il y avait en dessous de la photo, là, juste un blanc. D'un coup, il n'y a plus de prénom. Et puis quand ton inconscient a vraiment dérobé pendant quelques instants ton prénom, le doigt va se soulever pour me dire que ça sera bon. Ok. Alors j'aimerais juste te demander, tu t'appelles comment? Jolie. Très bien, joli. Ça fait marrer, lui. Hein. Dis-moi, inconscient, ça te tente qu'on lui rende son prénom? Oui, oui. Ça avait répondu non. Alors, inconscient, je vais te demander de lui rendre son prénom, comme de lui redévoiler son prénom. Et Magali s'écrit à nouveau sur ta pièce d'identité, dans ton esprit, dans ta conscience. Et tu t'appelles comment? Magali. D'accord, tu t'appelles pas Jolie? Non, non, non. Non, d'accord. Ce serait étrange en même temps comme prénom Jolie. Oui. Dis-moi, inconscient, ça te tente de lui rendre sa main aussi? Il y a d'hésitation, ok, c'est super. Alors je vais prendre le poignet au fur et à mesure que la main descend. Tous les effets de cette expérience se dissipent. Tous les effets de cette expérience se dissipent et tu te sens juste complètement relié à toi-même, à tout ce qui est bien dans cette expérience, à tout ce qui est bon dans cette expérience. Et à l'idée que quelquefois, il y a des parties de nous-mêmes qui peuvent vraiment être amusantes. Le sol redevient droit. Les pieds sont du reste posés sur ce sol, tout à fait droit, et tout le corps sort de l'état d'hypnose, jusqu'au moment où la conscience est complètement présente. Et puis tu vois, on rentre très bien en transe debout. Hein. Je peux proposer de t'asseoir 2 secondes. C'était comment cette expérience? C'était drôle. Ouais. C'était... Ouais, je sais pas. Le moment où tu te rappelais plus de ton prénom, c'était comment? Je sais pas, j'arrive pas. C'est pas grave, je te laisserai analyser ça après. L'expérience paraît anodine et je me dis tiens c'est amusant et tout ça, mais ce que je trouve intéressant parfois dans cet état-là, c'est d'oublier le réel pendant un instant. C'est vraiment de faire une pause mentale totale où on oublie tous nos repères habituels pour se proposer une nouvelle expérience, pour aller chercher quelque chose de nouveau à l'intérieur de soi.
Là, on y va avec de l'humour, mais dans une recherche personnelle, c'est hyper intéressant de s'autoriser à ne plus savoir. D'habitude, le conscient est tellement focalisé sur ce qu'on sait, sur ce qu'on croit. Alors c'est anecdotique, hein, le prénom, c'est un symbole. Parce qu'évidemment, l'idée, c'est de lâcher autre chose derrière, une autre forme de connaissance. La connaissance de, notamment, c'est une chose qu'on travaille beaucoup dans l'exploration de soi, c'est souvent, on se dit qu'on est ce qu'on est parce que le passé nous a forgé de cette façon-là. C'est vrai et faux, puisque nos souvenirs ne sont pas stockés, mais parfois réécrits à l'intérieur de nous-mêmes, parce que notre mémoire n'est pas toujours fiable, parce qu'il y a plein de paramètres en fait à l'intérieur de tout ça, et qu'il est tout à fait possible qu'on puisse se raconter une autre histoire sur nous-mêmes et que ça change ce qu'on croit être et finalement peut-être ce qu'on est. Ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que quelquefois on est un peu prisonnier d'une sorte d'histoire, une histoire qui nous arrange, ou nous a arrangé un jour, ou a arrangé des personnes autour de nous, ou a été cohérente un jour, et qu'à certains moments, ça peut être bien d'aller juste prendre du recul par rapport à ça et de se dire, et si cette histoire, non pas pour changer le réel, mais ce que je me raconte du réel, je peux me le raconter différemment. Par exemple, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça et depuis, du coup, par exemple, je ne sais pas, depuis, j'ai de la colère à l'intérieur de moi. Et c'est normal que je sois en colère puisque j'ai vécu ça. On ne va pas changer le passé, mais peut-être qu'on peut autoriser une personne à se dire, j'ai vécu ça. Ça m'a mis en colère un jour, je n'ai plus besoin de cette colère. C'est pas moi. C'était juste un événement et une émotion. Dans cet état où on ne sait plus, on peut se permettre de lâcher ce genre d'expérience. Et puis de remettre à zéro certains compteurs. Ce qu'on a fait là, c'est entrouvrir la porte vers ça. Évidemment, après, quand on est dans un vrai travail d'exploration, c'est là que ça commence, quelque part. Mais ce qui est beau aussi, je trouve, c'est juste de sentir que ça existe et que c'est possible. Parce que c'est quelque chose, je ne sais pas comment tu l'as vécu, mais si on raconte à quelqu'un, tu sais, tu peux oublier ton prénom. Je pense que la plupart des gens font ouais, je ne suis pas sûr. Mais en fait, on peut vivre ce genre de choses. Et quand on l'a vécu, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, après, tout d'un coup, on envisage différemment notre fonctionnement intérieur. Voilà, c'était un petit peu l'idée de cette expérience. Comment tu te sens ? Mieux. Enfin, je sais pas. Bien, ça va. Super. Ben, merci beaucoup d'avoir été volontaire pour ça. Merci beaucoup.